Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette 4e table ronde de cette journée résolution. Alors l'ambition de cette journée, vous l'avez compris, c'est de partager des solutions en matière de RSE à travers la programmation de ces tables rondes, à travers le village des exposants, les fresques qui vous sont proposées en découverte et les différents temps d'échange et de networking. L'idée, c'était de partager autour d'une dizaine de thématiques pour identifier des leviers d'action et de mise en œuvre de vos stratégies RSE. Le sujet dont on va parler à l'occasion de cette table ronde, il va nous permettre d'adresser des enjeux à la fois stratégiques et managériaux. Il s'agit de s'interroger sur le rôle des certifications et des labellisations dans la structuration et le pilotage de nos politiques RSE. Finalement, quel intérêt à suivre un référentiel ISO, objectif de développement durable, un cahier des charges de label ou de certification? Est-ce que certification et labellisation sont des passages obligés? Finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'envisager tout ça en mode freestyle, comme c'était dit dans le sous-titre de la table ronde? Et puis, est-ce qu'il est nécessaire et rassurant pour nos partenaires d'être certifiés ou labellisés, nos partenaires, nos clients? L'équipe de Placeco m'a fait l'honneur de me proposer d'animer cette table ronde et je les en remercie vraiment très chaleureusement. J'imagine qu'ils ont pensé à nous. Je vais vous dire quelques mots de notre entreprise IPAMA. Parce que déjà, nous sommes nous-mêmes une entreprise engagée. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, agréée ESUS. On travaille pour le pilotage de notre RSE avec le référentiel Bicorp. Et on contribue au mouvement 1% pour la planète. Peut-être aussi parce que tout simplement, notre cœur d'activité, c'est d'accompagner les acteurs de l'écosystème événementiel sur leurs propres engagements RSE, que ce soit événementiel culturel, sportif, professionnel ou du tourisme. Et on accompagne notamment à travers la préparation à la certification d'une norme qui s'appelle l'ISO 20121, qui certifie un système de management responsable, donc propre à l'événementiel. Et puis peut-être aussi parce que je les accompagne, Placeco, depuis bientôt 1 an dans leurs propres engagements RSE. Donc voilà pourquoi peut-être je suis ici aujourd'hui devant vous. En tout cas, merci donc de votre confiance, Placeco. Et pour traiter ce sujet, je vais maintenant proposer aux 4 intervenants de nous rejoindre sur scène. Donc j'accueille Mélodie Miranda, responsable projet RSE, ISR et économie circulaire de la FNOR, Frédéric Petit, président d'Actelys Atlantique, Maëlys Gros, présidente de Circouleur, et Denis Lavaux, fondateur de l'Angélis, maître glacier. Alors, bienvenue à tous les 4, et merci d'être là. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est un petit tour de table pour vous présenter rapidement, en nous disant qui vous êtes, quelle est votre activité et ou celle de votre entreprise? Et bien sûr, quel est votre rapport à ce sujet de la RSE? Donc Maëlys, dans l'ordre de proximité. Mélodie. Toutes mes oui, c'est OK. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation à cette table ronde. Donc Mélodie Miranda, je travaille pour le groupe AFNOR au niveau des fonctions centrales du groupe AFNOR. Et notre travail au niveau du groupe AFNOR, c'est de développer un certain nombre de solutions, de formations, de diagnostics, d'accompagnement, d'évaluation, de certification, d'audit sur tous les sujets de développement durable, de RSE. Bon, le groupe AFNOR fait plein d'autres choses et notamment à une entité que vous connaissez bien qui est AFNOR Normalisation. Mais moi, je ferai le focus principalement sur comme le sujet de la table ronde de ce jour, c'est l'audit, la certification et la labellisation, sur l'activité plutôt de labellisation. Et donc notre boulot, c'est de développer tous les signes de reconnaissance, de labellisation, de certification qu'il peut y avoir sur base de normes ou pas, pour distinguer les démarches RSE des entreprises. Voilà. Bonjour, moi je suis Frédéric Petit. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur social inclusif. J'ai créé une entreprise adaptée qui s'appelle Elise, qui intervient sur le traitement des déchets de bureau, et une autre activité qui est une entreprise d'insertion en société coopérative d'intérêt collectif qui se nomme Les Détritivores et qui travaille sur la collecte des biodéchets et ça en relation avec la RSE. C'est de par nos agréments que nous avons avec l'État sur l'entreprise d'insertion et l'entreprise adaptée et de par aussi le service de l'environnement pour faire assez rapide. Maëlys. Bonjour, je suis Maëlys Gros, je suis la fondatrice de Circouleur. Et donc ce que l'on fait à Circouleur, c'est qu'on fabrique des peintures recyclées et ça nous a permis de créer une filière de recyclage pour un type de déchet qui n'en avait pas en France, c'est-à-dire les restes de peinture, ce qui reste quand on a fini de faire ses travaux chez soi.
Et donc à partir de ça, on fabrique des nouvelles peintures que l'on vend pour les professionnels du bâtiment et aussi pour le grand public via des distributeurs. Et ces peintures, du coup, sont des peintures acryliques comme celles que n'importe qui pourrait utiliser, sauf qu'elles ont un impact qui est différent, aussi bien environnemental, puisqu'elles ont une empreinte environnementale beaucoup plus basse, et sociétale, puisqu'elles ont permis l'emploi de personnes en insertion. Merci beaucoup, Denis. À mon tour, bonjour, Denis Lavaux, je suis maître artisan glacier. Maître glacier, c'est interdit, c'est maître artisan. Donc moi j'ai fondé la société L'Angélis, le L de notre famille Lavaux et Angélis, ma première fille Angélique, et depuis le début on a toujours voulu faire des glaces de qualité saines et cleanable. Donc on emmène l'entreprise dans cette volonté depuis 27 ans, c'est ancré chez nous, donc on surgèle à l'azote, enfin voilà, et tout ce qui est l'environnement et le social chez nous est très très important. Mais je vous remercie pour ce tour de table. Pour commencer, il me semblait vraiment essentiel de fournir quelques éléments de cadrage sur le sujet. Parce que finalement, on parle de normes, on parle de labels, on parle de référentiels, de guides. Il y a parfois un petit peu confusion entre tout ça. Donc, Mélodie, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet et nous dire de quoi on parle vraiment derrière tous ces termes techniques ? Alors effectivement, j'ai le défi d'expliquer, de faire ce contexte en 2 minutes, ce qui est clairement impossible. Allez, 3. Mais je vais essayer d'être la plus exhaustive possible. En fait, c'est vrai, tous dans la salle, je pense qu'on est suffisamment concernés sur ces sujets pour savoir que depuis 3-4 ans, il y a un petit peu une confusion des genres sur tout ce qui est signe de reconnaissance. On parle d'indices ESG, de trophées, d'éco-score, d'affichage environnemental, de label RSE, de label produit, de label démarche, et personne n'y comprend plus rien. Et ça vient un petit peu alimenter une grande confusion. Et surtout, et c'est ce qui, moi, personnellement, me pose le plus de problèmes, un scepticisme assez énorme auprès des parties prenantes que vous êtes, que nous sommes, sur vers quoi orienter mon choix d'achat, vers quelle société orienter mon choix de contractualisation, etc. Et c'est pas l'objectif, parce que l'objectif des signes de reconnaissance, c'est bien de valoriser les entreprises qui sont engagées dans des vraies démarches RSE, viables, pérennes et robustes. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors que je pourrais épiloguer toute une journée dessus, mais bon, déjà, première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a les normes ISO qui ont le rôle et le devoir de cadrer un petit peu les débats, puisque le principe d'une norme ISO, c'est d'avoir été développé de manière consensuelle à l'échelle internationale, après large consultation, pour arriver à un consensus sur un sujet. Ça, c'est le propre de toute norme ISO. Et il se trouve qu'il existe sur le sujet de la RSE l'ISO 26000, qui est aujourd'hui l'unique norme internationale qui définit ce que doit être la RSE pour une entreprise, une organisation d'ailleurs, quelle que soit sa structure juridique, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son pays d'implantation. Et cette norme ISO 26000 vient proposer des lignes directrices, des guidelines, des conseils, des préconisations à toutes les entreprises qui veulent faire de la RSE. Sur la base de cette norme ISO, et ce qui, d'ailleurs, petite parenthèse que je ferme très vite, mais ce qui a foutu un petit peu le bordel pour parler de manière très familière avec l'ISO 26000, c'est que l'ISO 26000, à la différence de grandes autres normes ISO que vous connaissez certainement, comme la 9001 sur la qualité, la 14001 sur l'environnement, etc., la norme ISO 26000 n'est pas une norme certifiable, parce que c'est une norme de ligne directrice, à la différence des normes de système de management qui contiennent des exigences qu'on peut auditer et certifier. L'ISO 26000 ne contient pas d'exigences, mais uniquement des lignes directrices, et on ne peut pas certifier des lignes directrices. Une entreprise qui est basée au Bangladesh ne peut pas être auditée de la même manière qu'une entreprise qui est au 48e étage d'une tour à la Défense à Paris, dans un pays développé. Donc comme, par définition, on ne peut pas auditer et certifier des exigences, l'ISO 26000 n'est pas certifiable. Néanmoins, il est possible de distinguer des entreprises qui sont engagées dans des démarches RSE sur base ISO 26000 via un certain nombre de labels. Et c'est là qu'est apparu, enfin c'est de là que vient le principal problème. L'ISO 26000 n'étant pas certifiable, ça a ouvert la porte à une démultiplication de signes de reconnaissance et de labels RSE plus ou moins crédibles, plus ou moins robustes. Il y a 3 ans, pour certains d'entre vous qui sont concernés par ces sujets, la plateforme RSE, que vous connaissez peut-être, qui est une instance rattachée à France Stratégie, France Stratégie étant rattachée au Premier ministre, enfin bref, la plateforme RSE a été sollicitée par le Premier ministre pour réfléchir à la production d'un avis, d'un rapport, pour justement identifier une liste de critères qui permettrait à tout un chacun d'identifier un label RSE crédible d'un label RSE moins crédible. Et parmi ces critères, il y a 3 critères fondamentaux que je vous invite qu'il est important d'avoir en tête pour essayer de nous se repérer dans cette jungle de labels. Un label RSE crédible et robuste, il doit être basé sur un référentiel public, idéalement accessible à tous, transparent, idéalement normatif,
tels que l'ISO 26000, premier critère. Deuxième critère, il faut que l'évaluation soit idéalement réalisée sur site. Vous ne pouvez pas de manière rigoureuse aller vous assurer qu'une entreprise fait bien de la RSE si vous n'êtes pas allé checker sur site que effectivement ça se passe bien. Et il faut que l'évaluation soit réalisée par des auditeurs, des évaluateurs, des experts du sujet de la RSE et pas des gens basés dans un bureau au Liban, au Pakistan, même si j'adore les Libanais et les Pakistanais. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères comme ça de rigueur, de robustesse, qui nous permettent d'identifier ce que peut être un label RSE crédible et robuste. Et après, cerise sur le gâteau, pour venir complexifier un petit peu tout ce contexte déjà extrêmement complexe, il y a tout ce qui est référentiel institutionnel, quand on parle du Global Compact, quand on parle des ODD, quand on parle de l'agenda 2030, quand on parle de la GRI, quand on parle de tous ces trucs, on se dit aussi, ah ben tiens, ça peut être aussi servir de guidelines aux entreprises pour structurer des démarches. C'est vrai, mais ce ne sont pas des labels au sens label tel que la plateforme RSE l'a défini. Enfin bref, voilà, je pourrais épiloguer encore beaucoup, très longtemps, mais je crois qu'il faut laisser la parole. Merci en tout cas pour ces éléments de contexte. C'était important de les poser en entrée. Mais maintenant que ce cadre est posé, ce que je vais vous proposer, je vais proposer aux 3 autres participants de nous partager comment ils abordent ce sujet au sein de leurs entreprises. Denis, quand on a échangé, vous m'avez indiqué utiliser des certifications et des labels auxquels votre entreprise se soumet comme un outil de pilotage et d'amélioration continue. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre vision du sujet ? Ça fait des années, on ne s'y soumet pas parce que c'est notre volonté, on n'en a pas l'obligation, enfin on n'en avait pas depuis des années, donc c'est vraiment un... Alors nous on sert des experts qui viennent nous auditer parce qu'ils ont une telle expérience, on en profite à leur poser des questions, comment on peut mieux faire. On a mis des indicateurs qui nous permettent tous les mois d'évaluer où on en est, et les objectifs se font avec les responsables et les salariés, donc c'est pas moi qui les impose, on s'est fait en commun. Donc tout le monde fédère et dès qu'il y a quelque chose à faire, on va le faire. On a une envie de grandir avec tous ces labels et ça nous fait grandir parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et les experts qui viennent nous voir nous permettent vraiment de se développer et de trouver des solutions à chaque problème. Donc on se dit au niveau, c'est faux parce qu'il y a tellement de choses, mais quand je lis tous les labels, je pense que les consommateurs sont complètement paumés. Complètement. On n'arrive pas à faire un seul label commun, donc c'est un peu compliqué. Ce matin, j'entendais le Nutri-Score. Nous, le Nutri-Score, on y est depuis 2 ans, alors qu'on n'a pas l'obligation. Mais parce qu'on fait des produits sains, on veut communiquer pour emmener les autres à nous suivre. Voilà, donc il n'y a plus de glucose, plus de sucre inverti, voilà, et on essaye de trouver d'autres choses. Ce qu'il faut penser, il y a toujours un coût, mais à quelque part, le coût, on le gagne largement avec la mobilisation et la motivation des salariés. Parce que c'est, je ne vous cache pas, à chaque fois qu'on a une note, alors on cherche l'excellence, hein, souvent on a l'excellence, et ça nous permet de faire une soirée ensemble parce qu'on a besoin on est tellement solidaires les uns les autres et ça nous emmène avec un projet commun, en plus de fabriquer des glaces, mais aussi ce projet et ces projets de se développer. Voilà, et c'est vraiment une source de motivation. Donc c'est pas que sociétal, c'est environnemental, c'est très sociétal chez nous. Pourquoi ? Parce que l'humain est très bien placé. J'ai l'impression qu'on parle un peu trop d'environnement, même s'il faut en parler. Mais il y a aussi le sociétal. Hein. Nous, on n'a pas de départ de notre entreprise. Quand on veut recruter, on a beaucoup de monde, de candidats. Mais c'est qu'est-ce qu'on véhicule avec notre marque PME, qu'est-ce qu'on a envie de dire. Et puis, on a aussi une chose dans le sociétal, c'est que quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, il a un parrain ou une marraine pendant 1 an. Bien sûr, ce n'est pas du même service, qui va l'emmener s'il a besoin d'une avance de salaire, tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une entreprise. Et on les accompagne. Et moi, je vais déjeuner toujours avec un des nouveaux collaborateurs dans les 3 mois pour lui demander, pour bien vérifier ce qu'on lui a raconté, est-ce que c'est la réalité qu'il vit. Ça nous permet de changer notre langage auprès des nouveaux arrivants. Merci beaucoup pour ce partage. Je retiens la logique de co-construction et de ce qu'on appelle la gouvernance partagée, en tout cas autour de cette ambition co-construite et partagée. Merci beaucoup. Maëlys, vous avec Circulaire, vous avez choisi le référentiel Bicorp pour structurer votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience et nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour une entreprise qui choisit ce référentiel ? Oui, alors pour me lancer là-dedans, alors au départ, j'en avais pas du tout entendu parler et quand j'en ai entendu parler, c'est assez directement que je me suis lancée dedans.
Et puis, bon, c'est aussi un process où il faut y dédier du temps, hein, parce que c'est un très long questionnaire, et après, il y a les questions d'audit, etc. Donc, faut être aussi motivé à y dédier du temps et de l'énergie. Pour moi, ça a été un peu long, du coup, je l'ai fait sur une partie. J'ai bien avancé, après j'ai fait une pause, après je suis repartie, après il a fallu que je remette à jour des données, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, tout ce process, il apporte déjà, avant même la certification, c'est qu'il y a des choses, en fait, il y a des questions dans ce questionnaire où c'était des sujets sur lesquels je ne m'étais pas encore interrogée parce que l'entreprise était encore très jeune à ce moment-là. Enfin, voilà, quand on n'était encore que 3 personnes à se battre en duel, toutes les questions ne sont pas encore anticipées. Et ça m'a permis justement de me mettre dans une posture de ah oui, ça c'est quelque chose vers lequel je veux aller quand ce sera l'heure. Ça c'est quelque chose où, en fait on le fait déjà, sans trop y réfléchir, etc. Donc ça permet beaucoup de structurer en fait sa démarche, surtout sur une entreprise jeune, sur quel type d'entreprise je veux avoir in fine, à quoi je veux qu'elle ressemble. Et sur le process, du coup, nous, ça a été un peu long parce que c'était avec des reprises, des arrêts, etc. Et on a été certifié finalement B Corp début 2021, je crois. Merci beaucoup, félicitations. En tout cas, je retiens du temps, dégagé au-delà des moyens financiers aussi à consacrer, que ça peut impliquer, mais c'est aussi y consacrer du temps, et voilà, moyens humains. Merci beaucoup. Frédéric, en tant qu'entreprise adaptée, Actilis Atlantique, elle est agréée par les services de l'État. Ce fonctionnement sous forme de convention avec l'État, c'est parfois méconnu, finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Oui, c'est une spécificité lors du secteur adapté et du secteur de l'insertion par l'activité économique. Nous avons un conventionnement avec l'État qui porte essentiellement sur l'accompagnement social et l'intégration de personnes soit en difficulté sociale, soit en situation de handicap. Donc bien sûr, ça passe par des indicateurs de formation, donc tous les indicateurs sociaux qu'on peut trouver, qui permet effectivement que nos structures soient soutenues, soit par des aides qui sont des aides à la compensation du handicap dans les entreprises adaptées, ou des aides dans le secteur de l'insertion par l'activité économique sur justement l'accompagnement socio-professionnel, l'accompagnement des publics qui n'ont pas de qualification et qui vont retrouver le chemin de l'emploi par des parcours de 24 mois maximum pour les entreprises d'insertion. Donc c'est effectivement très spécifique. Il y a, sur les entreprises adaptées, il y a 800 entreprises adaptées en France qui représentent à peu près 25 000 équivalents temps plein, quasiment 40 000 postes. Et c'est un véritable levier aujourd'hui sur les entreprises qui s'engagent sur les questions de RSE. Faire de la sous-traitance, c'est très intéressant et on est ce premier levier, mais attention de ne pas vivre par procuration ces questions sociales. C'est-à-dire que notre enjeu à nous, c'est que l'entreprise va ensuite embaucher une personne en situation de handicap. Elle va venir partager. Parce que c'est trop facile de se frotter les mains, de dire je travaille avec un ESAT, avec une entreprise adaptée, mais de voir effectivement les conséquences de notre société sur les personnes que nous embauchons, ça, pour le dirigeant, c'est quand même assez profond. Et on voit, depuis la crise sanitaire, de lourdes difficultés qu'il y a sur des personnes en situation de handicap qui se retrouvent très exclues du marché du travail. Donc c'est une spécificité de nos entreprises. Ça ne veut pas dire que nous répondons à l'ensemble des enjeux de la RSE. Donc je fais bien la distinction. Mais en tout cas, sur le côté humain, qui est quand même très large dans nos entreprises et qui touche même les sujets de gouvernance, on a quand même un impact qui est très très fort. Merci beaucoup. Alors, pour synthétiser et peut-être compléter ce qui vient d'être partagé, Mélodie, est-ce que, d'après votre expérience et vos retours, vous pouvez nous dire finalement les organisations qui cherchent à être certifiées, labellisées, qu'est-ce qu'elles cherchent ? C'est quoi leur objectif ? Est-ce que c'est le coup de tampon pour faire de la com et voilà, ou est-ce qu'il y a une démarche de structuration telle qu'on a vu que ces référentiels le permettaient ? Un peu des deux. Elle ne cherche pas uniquement que la gloire. Elle cherche aussi et surtout des méthodologies pour structurer une approche, déployer une démarche et surtout l'améliorer dans le temps, cette démarche. Parce que c'est vrai que souvent, on reproche aux entreprises de courir au label simplement pour obtenir le petit tampon, etc. C'est surtout, la labellisation en RSE, tout dépend après quel label on choisit, parce que tous ne se valent pas, mais la labellisation en RSE, c'est pas uniquement un tampon, c'est aussi et surtout une méthode, un cadre méthodologique, des guidelines, une méthodologie, des outils pour structurer une stratégie
adapter, déployer une démarche adaptée et améliorer cette démarche dans le temps. Parce que c'est pas tout d'obtenir le label. Après, il faut maintenir dans le temps la maturité de la démarche RSE et trouver sans cesse des façons de s'améliorer, des façons d'être de plus en plus en phase avec les attentes de ces parties prenantes, peut-être être plus percutant pour être sélectionné sur des marchés ou répondre à des appels d'offres qui sont de plus en plus exigeants sur ces critères de RSE, etc., etc. Donc voilà, je dirais ça, je dirais les entreprises, elles recherchent dans le label, certes, le tampon qui va leur permettre de se distinguer sur un marché, d'être plus compétitif vis-à-vis de leurs concurrents, de valoriser une maturité en RSE sur un marché qui le demande chaque jour un petit peu plus, et bien sûr aussi une méthodologie, de la matière, de la méthode pour structurer une démarche, pour aussi valoriser les efforts des équipes en interne, parce que souvent, ce qui pêche dans la pérennité des démarches RSE chez les entreprises, c'est le fait de pouvoir maintenir dans le temps l'implication des collaborateurs. Au début, les collaborateurs, quand on lance une démarche RSE, tout le monde est content, de manière volontaire, tout le monde veut y participer parce que tout le monde voit une opportunité de faire passer des messages, de s'exprimer par rapport à des tâches quotidiennes dans lesquelles ils sont pas forcément super, ou ils se sentent pas forcément super écoutés. Et après, dans le temps, il faut maintenir cette démarche, il faut maintenir cette dynamique. Et pour ça, il existe des outils, il faut utiliser des méthodes d'accompagnement, de conduite du changement, etc. Et tout ça, c'est apporté par les méthodologies des labellisations RSE, les plus robustes en tout cas. Merci beaucoup. Maëlys, au-delà de Bicorp, vous m'avez expliqué être engagée dans d'autres certifications, notamment avec Solar Impulse Efficient Solution. Vous m'avez dit utiliser une plateforme de pilotage, donc finalement vous êtes assez outillé, si vous me permettez le raccourci, surtout votre activité. Est-ce que vous pouvez nous partager ce que ces démarches elles vous permettent justement au-delà de ce coup de tampon et de la satisfaction peut-être d'obtenir une certification? Alors, la labellisation Solar Impulse, c'est un petit peu différent déjà parce que c'est une labellisation produit, pas ou solution, mais dans notre cas, c'est un produit. Donc, pas de l'entreprise dans sa globalité. Et c'était intéressant pour nous. Alors, c'était aussi parce que c'était on nous l'avait demandé pour un marché donné, pour pouvoir aller voir un marché donné. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dedans. Mais en tant que telle, elle était intéressante parce que c'était vraiment avec une vraie démarche d'analyse de cycle de vie, où ils prenaient vraiment les différents éléments du cycle de vie et les regardaient ensemble, et pas uniquement sur du bilan carbone, mais aussi sur les autres impacts. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, et aussi une démarche assez scientifique et technique. Alors, c'est peut-être aussi parce que moi, c'est mon profil, mais du coup, ce qui me parlait aussi beaucoup, quoi. Par rapport à des choses où on est plus sur du qualitatif, par exemple. Et pour ce qui est du référentiel ZEI, effectivement, on est rentré dedans. C'était intéressant pour nous parce que par rapport à Bicorp, où en fait finalement on a un questionnaire qui est tellement long que c'est un petit peu, on se noie un petit peu dedans en fait. Là, c'est quelque chose qui était un petit peu plus restreint, un petit peu plus facile d'accès, qui permettait aussi un peu plus d'emmener les équipes dessus, tandis que Bicorp, je l'avais fait de façon plus individuelle en tant que dirigeante d'entreprise, donc de plus mobiliser aussi les équipes, et qui permettent encore plus aux équipes de s'auto-challenger, de revenir avec des propositions pour continuer à s'améliorer, pour avoir cette démarche, mais en continu, quoi. Pas juste à se dire, voilà, on est ça, on s'est dit à telle échéance, on ferait ça, mais vraiment plus dans un réflexe de trouver cette solution-là qui sera plus performante d'un point de vue impact que ce qu'on a actuellement, ou des choses comme ça. Merci. Ce que je retiens de vos témoignages, tous les deux, Frédéric et Maëlys, c'est aussi le fait que d'être au cœur d'un écosystème de parties prenantes, comme on dit, c'est une responsabilité d'amener les autres à monter en gamme, on va dire, dans la manière d'adresser ces sujets sur le volet social, l'intégration du handicap dont vous parliez. Mais parfois, on a aussi des attentes qui nous sont répercutées, notamment, là, vous le disiez, pour aller répondre à certains marchés, on était fortement incités, voire obligés, pour pouvoir se positionner, de suivre certaines normes. Donc, c'est une sorte d'aller-retour comme ça, avec son écosystème, si je résume.
Oui, après, il y a aussi certains autres marchés où ils nous ont demandé certaines certifications. On leur a dit, oui, mais non, celle-là, moi, je trouve qu'elle est greenwashing. J'ai pas envie de rentrer dedans. Je me trouverais en train de cautionner ceux qui font du greenwashing là-dessus. Je veux pas, par exemple. Merci beaucoup pour ces retours. Denis, votre entreprise, vous l'avez partagée tout à l'heure, depuis la manière dont vous l'avez conçue, développée depuis 27 ans, si je me souviens bien. Elle est très engagée sur tous les volets de la RSE, environnemental, social et économique. Particulièrement en pointe, moi j'ai trouvé en tout cas au fil de notre échange sur le volet social, mais enfin sur les enjeux sociaux, mais bon, vraiment sur tous. Mais finalement, j'ai l'impression que certification ou pas, label ou pas, vous seriez, avec votre entreprise, serait de toute manière engagée. Donc finalement, est-ce qu'il y a besoin de tout ça pour y aller? À mes yeux, non. On en a besoin, bien évidemment, parce qu'on nous le demande de plus en plus, mais c'est assez nouveau qu'on nous demande des choses. Moi, mes clients, c'est la grande distribution. On leur vend un prix, une qualité de produit, et après, ce qu'il y a autour, je ne sens pas trop la sensibilisation. Ceux qui sont très sensibles, c'est le consommateur. Et c'est lui qui va décider ce qu'il a envie de trouver dans les rayons. Donc, l'arme de paix, c'est le consommateur. Donc, nous, quand on est Nutri-Score A sur les sorbets, on est les seuls à faire ça. Ben, c'est des années de recherche. Est-ce qu'on le valorise pas spécialement dans le prix, mais on le valorise par le volume, où on peut se développer. Mais après, nous, on a 3 piliers qui sont très forts chez nous. C'est vraiment le client, le sociétal et l'environnement depuis toujours. Donc, c'est vraiment les 3 piliers de l'entreprise qu'on revoit tous ensemble, tous les ans, quels sont les objectifs qu'on va mettre pour l'année qui vient. Et puis après, on est très... le français, il voit souvent à 1 an. On regarde les bilans à 1 an, on regarde l'État à 1 an. Si on regarde les Asiatiques, ils sont à 100 ans. Et nous, on se projette au moins un minimum à 10 ans. Chaque décision, on la projette à 10 ans. On ne la regarde pas à 1 an, parce qu'à 1 an, ça va tellement vite. Et on peut faire aussi des erreurs d'investissement. Donc, quand j'investis, qu'est-ce que je veux dans 10 ans? Voilà. Et ça nous permet, là, on est en train de travailler sur une station d'épuration qui va rejeter de l'eau propre. Voilà, on travaille, mais on ne va pas le faire en 6 mois. Ça se fait en 1 an, 2 ans de développement pour essayer de faire le mieux. Puis il y a tellement de choses qui bougent. C'est vrai aujourd'hui, c'est faux demain. Parce que là, en ce moment, ça part de partout. Donc voilà, donc c'est notre volonté d'accompagner. Moi, je me suis toujours dit, c'est dans mes valeurs, dans mon dernier souffle, si je suis encore lucide, de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour cette planète, et pas me dire qu'est-ce que j'ai profité de cette planète. Et pour moi, depuis tout petit, c'est très très ancré chez moi. Merci. Pour compléter, au vu de ce que de ce qu'on avait pu partager, vous avez parlé de l'importance des clients et de s'adresser et de répondre à leurs attentes et de s'y intéresser et de leur offrir des produits de qualité et sains. Au-delà de ça, il y a aussi, vous l'avez abordé sur le volet social, finalement, ce qu'on appelle, on en a parlé plus tôt dans la journée, la marque employeur. Mais en gros, il y a pas ou très peu de turnover, j'ai l'impression, chez vous. Ouais. Et si vous voulez juste partager très rapidement l'anecdote sur la semaine de 4 jours, quand vous avez... voilà, parce que celle-là, j'ai trouvé assez... Ouais. Mais en fin de compte, mon papa était syndicaliste. Si je n'avais pas été chef d'entreprise, j'irais aider les autres. Je serais sûrement syndicaliste pour les aider. Il y a différentes manières d'aider. En fin de compte, depuis 2 ans, avec les délégués, je leur avais proposé de travailler 4 jours par semaine. Mais c'est une équipe qui est très, très forte. Ils m'ont dit pourquoi, parce qu'on ne va pas se voir le vendredi, enfin on est bien ensemble. Et j'ai dit non, mais c'est pour l'amélioration, pour vous travailler que 4 jours. La maman peut avoir son mercredi, vous le vendredi, le lundi. Et ça y est, c'est en train de se mettre en place et je suis super content. Et moi je parle de chiffres comme ça, mais on a 165 000 € d'intérimaires. Et je leur ai dit, si vous réussissez cette année, la moitié sera pour vous en prime, parce que c'est eux qui créent cette richesse et c'est eux qui vont bien sûr la recevoir. Et voilà, on est complètement transparent dans les résultats. Ils sont au courant de tout ce qui se passe quand c'est dur et quand c'est pas dur. En ce moment, ça va bien, donc je peux parler tranquillement. Mais il y a 13 ans, j'étais en sauvegarde. Une banque m'a planté et j'ai failli y passer. Mais c'est mes employés qui m'ont sauvé aussi. Donc en fin de compte, c'est ça. Autant je peux aider des gens qui demandent des acomptes et je vais tout de suite voir, parce que j'étais interdit bancaire, j'ai connu tout ça. J'ai tout oublié, donc bien évidemment, je sais reconnaître ce que c'est le 15 du mois. Et quand on a un enfant, et ça va être difficile de lui acheter un petit cadeau ou de refuser une chocolatine, je l'ai tellement connu que je suis très attentif à ça. Et pour moi, mes collaborateurs, je veux les emmener jusqu'à la fin de leur vie professionnelle. Donc on sait qu'ils vont changer de métier. Et en fin de compte, on a mis un projet, on a monté des boutiques, on en a 4 et 6 à Madrid. Et en fin de compte, l'idée, c'est de leur proposer de devenir patron.
d'avoir leur entreprise, parce que pour moi, c'est les meilleurs ambassadeurs. On a déjà 2 candidats qui veulent avoir leur boutique. Et en fin de compte, il y en a un qui est responsable de pasteurisation et il est en train de passer à avoir la boutique. Et ce qui est marrant, c'est que la transmission du savoir se fait, puisque je lui dis ton numéro 2 doit devenir numéro 1 pour que toi, tu puisses aussi faire d'autres choses. Alors ça, c'est une motivation énorme qu'on leur projette un projet dans l'entreprise. C'est pas évident. Mais on a une chance aussi, à l'entreprise, on ne regarde pas les diplômes. En fin de compte, on cherche trois choses. C'est l'agilité, la curiosité, l'intelligence et la bienveillance. C'est vraiment nos valeurs. Et si vous n'avez pas ça dans l'entreprise, c'est pas possible de résister à ça. Donc voilà, c'est notre ligne directrice. Et je crois que mes collaborateurs sont plus bienveillants encore que moi parce que c'est dans nos gènes. C'est eux qui me poussent. Je me souviens toujours Sarah, ma deuxième fille, qui me dit ouais, ce serait bien de faire des séances d'ostéo. Elle avait fait un devis à 10 000 €. Je dis non, 5 000 €, c'est grandement suffisant. Elle a été négociée. Et aujourd'hui, ils ont 4 séances d'ostéo et dans le bureau 2. Mais si vous saviez à quel point c'est important de leur dire, sans leur dire, mais de leur passer le message qu'on veut leur bien-être, mais ça fonctionne, quoi. Et il y a des petites choses comme ça qui paraissent petites, mais c'est tellement important de leur dire qu'on les aime et qu'on est content de travailler avec eux. Merci beaucoup. Frédéric, lors de notre échange, vous m'avez indiqué, vous, que vous n'envisagiez pas d'inscrire votre entreprise dans une logique de labellisation de sa démarche RSE. Pour autant, en tant qu'entreprise agréée de l'État, vous êtes soumis à un cadre strict et rigoureux. Vous êtes régulièrement évalué, donc vous rendez des comptes. Par ailleurs, vous m'avez aussi expliqué avoir participé aux débats nationaux et internationaux relatifs à la mise en œuvre de cette ISO 26000 dont Mélodie parlait tout à l'heure. Donc vous avez une connaissance assez fine du sujet. En tant qu'entrepreneur et au vu de ces expériences et de vos engagements, est-ce que vous pouvez partager avec les entrepreneurs ici présents qui peut-être s'interrogent les points clés que vous pourriez conseiller pour sélectionner un référentiel adapté ou un statut peut-être aussi adapté, j'ai référentiel au sens très très large, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai cette expérience parce que mon dirigeant de l'époque m'avait donné cette possibilité. C'était l'époque d'Émilie Brun, je ne sais pas si Mélodie vous... Voilà. Donc c'était une expérience bien sûr formidable et on a vu justement le poids de la France sur les débats avec les 92 ou 93 pays. 92, c'est ça ? 98 pays, voilà. Et surtout, les contributions étaient fortes de la France. Et il ne faut pas oublier ces contributions. C'est pour ça que je n'amènerai pas notre entreprise sur une évaluation, hein, je précise bien, sur une évaluation. Hein. En revanche, il faut bien sûr inciter déjà nos entreprises françaises à utiliser les services français. C'est important. Alors, j'ai rien contre Bicorp, mais il faut savoir que les États-Unis ont voté contre l'ISO 26000 quand même, que Bicorp est un système américain. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Voilà. On est tous à renforcer notre patriotisme et ensuite, on va dans des boîtes américaines, consommer américain ou se faire évaluer américain, même si, bien sûr, il y a une délégation française. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte, voilà, parce que la France est vraiment battue. Juste que, si je peux rajouter, quand on fait ce référentiel Bicorp, on se rend compte qu'il y a certains trucs qui sont complètement à côté de la plaque au niveau français, quoi. Où on demande est-ce que les gens ils sont payés un salaire minimum ? Bah oui, en France, de toute façon, il y a la SMIC. Est-ce qu'ils ont une mutuelle ? Bah oui, enfin, des choses qui n'ont pas vraiment de sens en France. Bien sûr, mais ça a été pris en compte sur les lignes directrices de l'ISO 26000, ça. Je dis simplement que la France est tellement battue pour des sujets, notamment les sphères d'influence, les sujets des parties prenantes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et je trouve que Mélodie a fait une très très bonne présentation sur qu'est-ce qu'il faut que vous vous rappeliez des évaluations, des labellisations. Parce qu'effectivement, on a une foire au logo dans tous les sens. Il y a quelques années, on avait des ONG qui étaient très percutantes et qui faisaient notamment le prix Pinocchio. Certains dans la salle peut-être ont connu ça. Donc c'était les Amis de la Terre et qui donc évaluaient des campagnes de communication des grands acteurs. Alors c'était souvent les banques et les assurances, alors qu'ils faisaient les choses en France très bien, mais que lorsqu'elles allaient dans des pays un petit peu plus exotiques, déplacer des populations autochtones, enlever des forêts primaires pour replanter des monoespèces. Donc ça, il faut vraiment s'en rappeler. Et donc on a énormément de logos et je recevais récemment sur l'urbanisme. Alors l'urbanisme, n'en parlons pas. Enfin, tous les promoteurs aujourd'hui créent leur autodéclaration en fait. Donc c'est un très bon outil. N'importe quel type d'outil, c'est très bien parce que ça embarque les salariés, ça c'est sûr. Mais la reconnaissance, déjà la crédibilité et la sincérité, c'est quand même les facteurs clés
Vous répondez à des marchés publics. Aujourd'hui, on vous met des cadres techniques, donc vous mettez plus n'importe quoi. On vous met 12 pages, cadres techniques, donc vous racontez votre histoire. Et donc, logiquement, vous êtes relativement sincère. Donc, je ne pousse pas effectivement moi à ça, mais je deviens un petit peu, à 53 ans, un peu radical. Voilà, parce que en fait, il y en a partout, même les consommateurs, et vous le disiez, hein, lorsqu'on est classé en A, ben, le consommateur il dit « Ah ben tiens, ça je sais ce que c'est maintenant, ben, je vais acheter ce produit ». Parce que pour lui, il est sûr et certain que ce produit est de qualité. Mais lorsque vous voyez dans des rayons, sous prétexte qu'un packaging est composé de 15% de matière recyclée, qui est une obligation, et vous voyez un packaging tout en verre, avec un produit dégueulasse dedans, ben les consommateurs, ils sautent là-dessus parce qu'effectivement, il y a encore ces démarches de greenwashing. Elles sont contrôlées par la publicité, mais malheureusement pas suffisamment. Il y a 15 ans de ça, on trouvait quand même des papillons derrière les pots d'échappement. Hein, donc ça se fait plus ça. Donc il y a eu une grosse évolution. Mais voilà, il faut être attentif, ne pas mélanger les labellisations, les certifications, les évaluations, parce que tout est mélangé. Et ensuite, il faut savoir attendre. Voilà. Travailler tranquillement avec ses salariés, rendre compte et ensuite aller à l'évaluation, mais ne pas attendre 6 mois pour dire je vais être évalué. Non, il faut 2 ans pour construire. Enfin, quand on prend toutes les questions centrales, c'est du boulot quand même de tout checker pour dire est-ce que je suis bien placé. Alors, d'où l'évaluation qui est intéressante parce que elle nous donne, mais cette évaluation nous donne un niveau de performance et ensuite qui est à travailler. Merci beaucoup. Mélodie, pour synthétiser peut-être ce qui vient d'être partagé, finalement, pour les entrepreneurs qui souhaiteraient s'y retrouver dans cette foire au label, ou sans aller jusque-là peut-être, mais en tout cas dans tout ça, les points clés, les questions clés à se poser pour eux, pour choisir un référentiel sérieux et solide et robuste, vous pourrez les rappeler ou les préciser? Pareil, je pense qu'on pourrait en parler 3 heures, mais 2 minutes. 2 minutes. C'est parti. Non, en fait, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est déjà se poser la question de savoir quel est le besoin des parties prenantes. Parce que quand on s'engage dans une démarche RSE, c'est pour répondre à des attentes et des besoins. L'ISO 26000, la donnée d'entrée, c'est pourquoi je veux faire de la RSE en tant qu'entreprise, quels sont mes enjeux RSE métiers. Si on est une entreprise qui extrait des matières premières au Congo ou un cabinet d'expertise comptable à la Défense, on n'aura pas les mêmes enjeux RSE à adresser, on n'aura pas les mêmes actions RSE à déployer, on n'aura pas la même stratégie RSE à formaliser. Donc c'est surtout se poser la question de quelles sont les attentes de mes parties prenantes, quels sont mes enjeux RSE métiers, et au regard de ces attentes de parties prenantes-là, à quels besoins je dois répondre. Si j'ai juste besoin de faire de la RSE pour pénétrer des marchés et répondre à des cahiers des charges et être sélectionné par des prescripteurs, bon, autant pas s'embêter avec de l'ISO 26000 qui sera hyper chronophage, assez impliquante, très rigoureuse, néanmoins extrêmement apporteuse méthodologiquement, mais chronophage. Du coup, je peux aller sur un EcoVadis. Mais si je veux aller plus loin... Vous avez 3 heures. Voilà, j'ai posé ça comme ça. Mais si je veux aller plus loin, et si je veux vraiment faire de la RSE, parce que j'ai une raison d'être, parce que j'ai une vision, parce que je suis un dirigeant qui a des convictions, que je veux les partager avec mes collaborateurs, que je veux faire en sorte de donner du sens à l'activité que mes collaborateurs vont effectuer tous les jours, parce que je vois la vague réglementaire arriver et le tsunami européen avec la CSRD pointer le bout de son nez, etc. Là, je vais m'engager, je pense, dans des démarches type ISO 26000 ou des démarches abouties et rigoureuses en matière de RSE qui vont me forcer à me questionner sur mes enjeux RSE métiers, sur les risques et opportunités associés à tout ça, sur comment je peux déployer, sur quels sont les moyens que je donne à mes ambitions, parce que c'est pas tout d'avoir des belles ambitions si on n'a pas de moyens, ça s'appelle du greenwashing et il y en a beaucoup trop encore aujourd'hui. Et ensuite, c'est comment je mesure les résultats de mes actions. On oublie beaucoup trop souvent aussi de mesurer les résultats de ces actions. Et sans mesure, il n'y a pas de résultat pertinent, communicable de manière transparente et éclairée pour une partie prenante. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Parfaitement, merci. Okay. Merci beaucoup et merci à tous pour ces partages. Je vous propose d'utiliser les quelques minutes restantes pour répondre à quelques questions, s'il y en a, si vous avez des questions. Quand vous posez une question, je vous invite à vous présenter très rapidement votre nom, votre entreprise ou votre organisation. Voilà. Waouh, vous êtes tout éclairés comme nous. Oui, non.
c'est pas obligatoire, hein, n'ayez pas Tant peur. qu'une question arrive, pour de la pédagogie, en fait, je vous invite à trouver, en principe, il se trouve encore ce livre, vous achetez le SD 21000, qui a été la contribution française, mais c'est vieux, bien sûr, c'est vieux, mais en termes d'éléments de langage, d'entrée dans la matière, c'est un document qui est très bien fait sur l'importance, les attentes. C'est pour évaluer justement, pour hiérarchiser en fait ces parties prenantes. C'est intéressant. Et puis, alors, c'est parce que maintenant je commence à vieillir, il n'existe plus. Ah mince, je pourrais en faire des copies dans ces cas-là. Regardez le blog de Christian Brodag. Christian Brodag qui s'est battu aux quatre coins du monde, justement, avec l'AFNOR, bien sûr, sur l'ISO 26000. Son blog est super bien fait. Il y a plein de choses qui sont intéressantes et ce qui vous permet de prendre des petits outils. Parce que ce qui est important, c'est les petits outils. Et si je peux rebondir, ouais. En fait, moi, je suis un peu plus jeune, c'est pour ça. Non, le SD 21000, effectivement, en attendant les questions, hein. On meuble en attendant les questions. Ou pas. Le SD 21000, c'est ce qui a servi de base à l'élaboration de l'ISO 26000. Effectivement, comme vous le disiez, à très juste titre, et merci de le dire, parce que souvent, c'est moi qui le dis, et du coup, on ne me croit même plus, avant ce que vous êtes tout le temps moi qui le dise, mais effectivement, l'ISO 26000 a une jeunesse française. Et ça, faut pas l'oublier. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement important dans l'échiquier normatif et stratégique international. La France est en avance de phase sur ces sujets de RSE, de développement durable. Et pour la petite anecdote, on l'est aussi sur des sujets comme sur la biodiversité ou sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a une norme économie circulaire qui est en cours de rédaction à l'échelle de l'ISO sur base de guides normatifs français. Donc les Français sont en avance de phase. Et quand je dis les Français, c'est pas nous, ce sont les entreprises, ce sont les industriels français. Ce sont le tissu économique français qui est en avance de phase. J'allais dire, on compte sur vous, du coup, c'est vous pour rester en avant. Okay. Donc consommer français. Et donc, pour revenir sur ce que je disais, le SD 21000 a servi de base, de matière à l'ISO 26000. Donc aujourd'hui, moi, je vous invite à prendre connaissance de l'ISO 26000. Ça reste aujourd'hui un super cadre normatif, même si j'entends déjà des gens me dire « Oui, mais c'est stratosphérique, c'est conceptuel, on n'y comprend rien, c'est 120 pages, j'ai pas envie de me pager 120 pages. » Fair enough, je comprends. Néanmoins, l'ISO 26000, elle apporte un cadre méthodologique. Elle apporte des lignes directrices qui sont entendables par n'importe quel pays et n'importe quelle entreprise à l'échelle internationale. Et ça, c'est un sacré challenge d'avoir réussi à mettre autour de la table en 2010 98 pays qui se sont accordés sur une définition commune de ce que devait être le développement durable. Voilà. Merci. Donc, je crois qu'il y a un monsieur qui s'est décidé pour une petite question. Merci. Merci de nous avoir fait patienter et puis de nous avoir permis de mûrir une ou deux questions. Alors, juste une seule. Alors, Frédéric Leroux, Chambre de commerce. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu des certifications achats responsables ? Oui. Oui, nous, on a dans notre volonté, c'est d'acheter le plus Nouvelle-Aquitaine, et plus de 70% de nos achats se font en Nouvelle-Aquitaine. Donc, et après, on a des chartes aussi de ne pas faire travailler les enfants, c'est des contrats. Donc, on fait signer nos fournisseurs sur des contrats comme ça, et on fait des audits aussi. C'est une entreprise agroalimentaire, on est 21 en production. Normalement, c'est une personne en qualité. Chez nous, il y a 3 personnes. Donc, ce qui nous permet aussi d'aller voir ce qui se passe. Voilà, et puis c'est une source de motivation aussi des équipes d'aller à l'extérieur et voir un petit peu comment sont faits les produits. Voilà. Donc c'est dans notre cahier des charges. Merci. Je crois qu'il y a une norme aussi sur le sujet 20400. Oui, il y a l'ISO 20400 qui est la norme internationale qui définit comment faire de la RSE au niveau de la fonction achat, c'est-à-dire comment les acheteurs peuvent faire du développement durable, comment ils peuvent acheter durablement. C'est pas une mince affaire. Et en fait, l'ISO 20400, c'est la déclinaison sectorielle pour les acheteurs de l'ISO 26000. Grosso modo. Et sur la base de l'ISO 20400, il existe un signe de reconnaissance, notamment, qui s'appelle le label RFAR, et qui permet aux entreprises qui sont engagées dans des démarches d'achat responsables de les valoriser. Merci beaucoup. Écoutez, merci à toutes et à tous. On va finir à peu près à l'heure. En introduction, je posais quelques questions. Quel intérêt à suivre un référentiel ? Est-ce que certification et labellisation deviennent des passages obligés ?
Est-ce que ça ne serait pas plus simple d'envisager tout ça de manière naturelle et spontanée, voilà. Et est-ce que finalement c'est nécessaire d'être labellisé ou certifié pour rassurer son écosystème et notamment ses clients et ses partenaires? L'ambition de la table ronde, c'était pas de répondre de manière tranchée à toutes ces questions, mais de vous transmettre des éléments clés pour que vous puissiez y apporter vos propres réponses grâce aux témoignages et au partage d'entrepreneurs qui sont engagés. Je pense que le contrat est à peu près, est largement même rempli, et je vous en remercie vivement. Oui, Denis, pardon. Je voudrais quelque chose. Je pense qu'entre nous, chefs d'entreprise, on peut ouvrir aussi nos sociétés pour montrer comment on travaille. Oui. Et la meilleure des choses, c'est pas de regarder un formulaire de 101 pages, c'est d'aller voir une société, de rencontrer ses équipes et comment on le fait, comment on en arrive là et quelles sont les difficultés qu'on rencontre tous les jours. Parce que moi, je vous la raconte, excusez-moi, mais allez voir mes employés, sûrement qu'ils vous en parleront encore mieux que moi. Et moi, les portes, elles sont ouvertes. On a les directeurs des hôpitaux, on en a 2 qui sont venus faire des stages, on a quelqu'un de l'inspection du travail qui est venu faire un stage. On ouvre complètement, et si certains d'entre vous se posent des questions sur la certification, avec grand plaisir, on vous recevra, il faudra l'organiser, mais on peut vous recevoir une journée pour voir les contraintes et ce qu'on en tire de positif et de négatif. Mais je pense que le mieux, c'est si vous emmenez vos collaborateurs, c'est de venir voir mes collaborateurs qui vont mieux vous en parler que moi. Et moi, je vous ouvre la porte, évidemment, avec grand plaisir, si vous avez des choses qui vous interrogent. Et le mieux, c'est d'aller voir des entreprises qui sont dedans. Et ça sera peut-être plus sécurisant. Et puis, on peut être aussi, je pense, tuteur, de vous aider avec une équipe, de vos interrogations. Il suffit de s'appeler. C'est pas compliqué pour une entreprise de s'engager avec une autre entreprise. Enfin, pour moi, j'ai créé un club de chefs d'entreprise. Je suis président d'un club de foot. Je veux fédérer tout ça. Et on ne réussira pas en étant recroquevillés sur nous avec chacun ses labellisations. Hein. C'est tous ensemble qu'on va réussir. Voilà, la porte est ouverte. Belle invitation pour finir. Merci à toutes et à tous et belle fin de journée. Je vous invite à poursuivre la journée à l'espace pluriel pour rencontrer notamment tous les exposants de différents secteurs. Voilà, vous pouvez continuer les échanges et puis bien sûr on est là si vous le souhaitez. Merci beaucoup.